Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois on va parler un petit peu de l'expérience avec un nouvel modèle 3 de Tesla. Parce que oui, je l'ai testé un week-end, je suis parti chez mon oncle de Paris, aller-retour, à peu près 900 km à faire en l'occurrence. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que y a des changements en fait par rapport à l'ancienne version, celle qui était la modèle 3 classique avec évidemment un design totalement épuré par rapport à ce que l'on connaît des voitures en temps normal. Et celle-là est encore un peu plus épurée, enfin à l'intérieur surtout, on verra. Et je vais vous parler évidemment du positif, des négatifs aussi, et je vais être totalement franc par rapport à mon expérience, comme je l'ai été sur une des vidéos que j'ai fait sur l'expérience en modèle 3 classique. Celle-là, c'est la version dite Highland, alors pour le moment, c'est ce qui est vraiment resté. Voilà, en fait, le nom est donné, le nom donné, c'est celui du moment où justement il y avait le dossier de travail pour refaire le modèle et tout. Enfin voilà. Donc, je vais vous dire un petit peu déjà au niveau du design que l'on connaît de toute façon parce qu'il y a eu pas mal de vidéos. C'est surtout sur les feux à l'avant qu'il y a eu un remaniement, on va dire, un design refait. Un petit peu le capot à l'avant qui a été affiné et puis les optiques sont vraiment affinées et plus acérées et un peu plus nerveux on va dire. Ils fonctionnent bien d'ailleurs, les feux fonctionnent, il n'y a pas de problème. Voilà, mais j'en reparlerai un petit peu parce que je suis pas totalement satisfait de ce côté-là. Les jantes, ça ne change pas. Le form factor général de la voiture, ça ne change pas non plus, que ce soit sur le côté et tout. Là, on voit en version bleue. Vous voyez un petit peu le profilé vers euh, de l'avant jusqu'à l'arrière. Ça reste exactement pareil. On a un grand toit panoramique. Ça là-dessus, c'est toujours pareil. Et puis l'arrière avec ses feux qui changent un petit peu et le logo Tesla qui est marqué en toutes lettres. Voilà. Donc ça, c'est à peu près le form factor, le design, les mêmes poignées qui sont affleurantes. Il faut appuyer évidemment sur la partie un petit peu grosse de l'arrière pour faire sortir la poignée. Et pour le moment, ça fait toujours le même problème. Alors moi, j'ai l'habitude, hein, je prends la voiture, je l'ouvre, il n'y a pas de problème. Mais la plupart des personnes n'arrivent pas à ouvrir la voiture. Voilà. Donc même des jeunes, bon, ne connaissent pas Tesla, d'habitude ils prennent le truc, ils tirent et puis ça s'ouvre, quoi. Ben, pas là. Donc finalement, c'est pas si ergonomique que ça, quoi. Voilà. Donc faut le dire, c'est un petit souci, c'est toujours pas aussi optimisé que ça. Est-ce qu'il faudrait pas revenir un petit peu comme sur la Model S, avoir des poignées rétractable qui finalement serait bien mieux pour pouvoir l'ouvrir. Voilà. Donc je vous le dis par rapport à ce que j'ai vu, donc il y a des personnes qui sont montées dans cette voiture, et puis comme les autres voitures précédentes de la Model 3, j'ai eu le même souci, les gens ne savent pas du tout ouvrir les portes. Voilà. Ils sont là et ah oui, j'arrive à avoir la poignée, mais comment ça se fait? Parce que si je lâche, boum, enfin, c'est vrai que c'est pas top top. Voilà. On voit là, c'est la version rouge, on dirait une Ferrari, le machin. Alors j'extrapole. Euh, Sinon, ce que je voulais dire, c'est de parler un petit peu aussi de l'intérieur. L'intérieur, ça a été un petit peu remodelé. Alors, l'écran est toujours là, les bords sont affinés. L'écran est de meilleure qualité d'ailleurs, il est vraiment plus. Je vois la différence. Alors, est-ce que c'est de l'OLED? J'en sais rien, mais en tout cas, punaise que c'est beau. Oh là là. Donc, j'ai vraiment l'impression d'avoir l'écran d'un MacBook devant moi, quoi. Sinon, à part ça, fini la planche de bois. Ça, c'est changé avec une sorte de tissu. Donc là, on a une version en blanc, moi je l'avais en noir. Donc le haut, je vous montre un petit peu avec la souris. Le haut ici c'est du gris, hein. Voilà, c'est une sorte de gris. Si vous avez la version noire, et apparemment c'est blanc si on a la version blanche. On a ce truc lumineux, donc la bande lumineuse qui fait tout le de l'avant jusqu'à l'arrière, les contours de porte, etc. Ça fait tout le long. Du côté du volant, fini les commodos, donc ça je vais y revenir parce que je vais vous spoiler le truc vite fait. Les clignotants volants c'est pas bien du tout, donc je vais vous en reparler vite fait là-dessus. Les chargeurs sont toujours là, les rangements c'est toujours les mêmes. Et à l'arrière, ils ont un petit écran pour amuser les gamins. Voilà, un petit écran de divertissement avec YouTube, Netflix et tout, que je n'ai pas utilisé, hein. J'étais tout seul et puis quelques personnes qui sont montées. Franchement, c'était pour les emmener d'un point A à un point B pendant le week-end. Voilà. Et puis honnêtement, moi je m'amuse même pas avec tous les trucs de jeu et tout qu'il y a dans la voiture. Ni les coussins péteurs, je ne sais pas quoi. Bon, de toute façon, il y a plein de vidéos là-dessus. C'est exactement le même jeu et les mêmes plateformes. Il y a Steam, etc. Bon, bref, je vais pas revenir dessus, mais c'est toujours le même logiciel. Il fonctionne toujours aussi bien. Il est toujours aussi beau à voir d'ailleurs. Le système d'infodivertissement ainsi que le planificateur, GPS, tout ça. Franchement, de base, c'était vraiment une réussite. Ça l'est toujours. Ça vieillit pas, je trouve. Et
De toute façon, moi, ce que je veux, c'est un truc qui fonctionne et ça fonctionne aussi de manière aussi fluide qu'un téléphone actuel. Voilà, un smartphone est fluide. Android, iPhone, je m'en fous, c'est fluide. Là, c'est exactement pareil. Donc, bravo Tesla, ils sont toujours à la pointe là-dessus. Le planificateur est toujours très bon de ce côté-là. Ok, maintenant, je vais vous parler aussi d'un petit truc que j'ai fait parce que évidemment j'ai pris la voiture, j'ai fait de l'autoroute principalement et j'ai voulu faire une chose, c'est pas aller sur les chargeurs Tesla mais aller directement sur les chargeurs qu'on trouve sur l'autoroute, tout simplement pour changer totalement les choses. Je voulais payer les vrais tarifs et pas celui de Tesla à 30 centimes ou 35 le kilowattheure. Voilà, parce que eux c'est vraiment très très bas au niveau des prix, heureusement d'ailleurs qu'ils existent eux. Donc j'ai fait plusieurs, j'ai été jusqu'au Unity le plus cher et le moins cher IE Charge. Voilà, mon IE Charge n'était pas sur l'autoroute. Donc franchement, que dire. Même s'il n'y avait pas le préchauffement de batterie, parce que moi je m'arrêtais sur la route quand je m'arrêterais avec une Clio rechargée de l'essence à l'intérieur, honnêtement. Franchement, j'ai pas attendu après la voiture quoi. C'est une petite recharge vite fait, boum boum, je branche, 10 minutes, un quart d'heure, je repars. En gros, c'est ma pause quoi. Donc, j'ai pas vu la différence finalement. La seule différence c'était le tarif, un peu plus haut que Tesla évidemment. Mais sinon, bah franchement, c'est confort quoi. Il y a pas de problème. Moi, j'arrive, je me pose, je branche, je prends mon sandwich. J'ai été taper la discussion avec une personne qui avait une MG4 justement. On a discuté un peu, une fois qu'on avait fini, on est reparti et puis voilà quoi, la voiture était assez chargée pour aller jusqu'à ma destination finale finalement. Et puis après sur la route, donc ça c'est l'aller, hein, pardon, ça c'est l'aller. Ce que j'ai fait sur la deuxième micro-charge, on va dire, je me suis posé, j'ai branché un petit quart d'heure, petite pause avant d'arriver chez mon oncle. Voilà, c'était assez pour aller chez lui. Je suis arrivé avec 50% de charge, franchement, bien assez pour aller voir un cousin qui se trouvait pas très loin, etc. Bref, 50% de charge sur une voiture comme ça fait presque 200 km, voire plus sur les petites routes. Donc voilà, à moins de vraiment vouloir rouler, 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 faire des tours en rond dans votre village, mais là où j'étais, mais ça suffit largement. Donc j'avais vu ça comme ça et franchement, j'ai pas perdu de temps plus que ça. Le seul moment où j'ai perdu de temps, c'était dans les bouchons de Paris. J'ai mis 2 heures et demie à sortir de la région parisienne. C'est très long. Bon, c'est les défauts des Parisiens, quoi. Donc, c'était surtout ça. Et puis, bah, après, une fois sur l'autoroute, j'étais lancé sur l'autoroute, quoi. Voilà. Et puis, juste ces deux pauses. J'avais fait juste une pause, récupérer un sandwich pour manger sur la route, justement, pour faire après la microcharge. Mais franchement, j'ai fait la route comme si j'avais une essence ou une diesel, quoi. Il n'y a pas de souci, j'ai pas vu la différence. Voilà, et puis ce qui était super cool, c'est de discuter avec la personne qui avait la MG4. Franchement, c'était super cool, super gentil le monsieur, et voilà, j'ai adoré. Voilà, il m'a parlé un petit peu de sa MG4, de comment ça se passe, qu'il adore, qu'il n'est pas trop embêté. La seule chose qui l'embêtait, c'était au niveau de la charge qui était un peu lente. Bon, c'était pas trop mon cas. Mais apparemment, MG, c'est plutôt pas mal aussi, et ben, ça me tenterait bien d'essayer ce genre de modèle-là, quand même. Voilà. Bon, on va revenir sur ce qui va pas, déjà. Donc les clignotants, j'en ai parlé. Ça, c'est un énorme souci parce qu'ils vous forcent à ne pas respecter le code de la route à certains moments. Les ronds-points, on en a déjà parlé sur YouTube, je confirme. Donc, ça, moins, c'est dit, c'est de la merde. Donc, le fait d'avoir enlevé les commodos, pourquoi pas, mais alors le problème, c'est que tout le volant tourne. Mais c'est vrai que ça a été fait par des Américains en Amérique. Donc, aux États-Unis, et là, vous le voyez sur la plateforme que l'on a à droite, l'écran. Alors, excusez-moi, mais c'est hyper droit votre truc là. Aux États-Unis, c'est tac, tac, droit, perpendiculaire, carré, je sais pas quoi. Il n'y a pas de virage. Donc, évidemment, quand vous mettez votre clignotant, vu qu'il n'y a pas de rond-point, c'est pour soit tourner à gauche, soit tourner à droite. Et puis c'est tout. Et après, quand vous retournez le volant pour que les roues reprennent leur direction classique, bah, ça se désactive automatiquement, il n'y a pas de problème. Mais quand on est en France et qu'on a le rond-point, cette partie-là, une fois que vous avez tourné, se retrouve à environ dans cette partie-là. Et si même c'est par là, et ben pour mettre tout qui est autant pour aller à droite, une fois que vous êtes en train de tourner pour aller à gauche par rapport au rond-point, ben vous pouvez plus. Voilà, vous pouvez plus, il faut chercher je sais pas quoi. Il y a même un moment je me suis trompé de direction. Enfin, j'ai essayé de faire mieux, mais non, c'est pas bon. Sécurité routière, c'est zéro. Et je comprends pas que l'Europe ait laissé passer ce genre de choses, en l'occurrence. Alors qu'il y a plein de choses qui doivent passer, des règles pour éviter d'aller au-delà de la vitesse, etc. Enfin bref, ça il l'autorise, je comprends pas, alors que y a des trucs qui nous embêtent plus qu'autre chose qui sont passés.
Voilà, et ça par contre, ça embête les conducteurs dans la façon de conduire où ils seront de plus en plus limités, on va dire, pour la conduite. Mais ça, par contre, c'est plus un danger dans le sens où je respecte pas le code de la route et clignotant à cause de ce genre de choses. Ce qui est vraiment dommage. Alors, tout le reste de la voiture est fonctionnel. Petit point positif par rapport aux anciennes versions, ou plutôt l'ancienne version du système Tesla, les essuie-glaces remarchent à peu près, ça s'active quand il pleut. C'est pas mal. Par contre, une fois que c'est activé, il faut le rééteindre manuellement. Parce que ça n'arrive plus à s'arrêter tout seul. Bon, il y a mieux, mais c'est pas ça. Voilà. Je rigole parce qu'en fait, ça me fait rire parce que toutes les autres voitures classiques savent gérer ce problème-là en fait. Les essuie-glaces, s'il pleut, le détecteur détecte, ça marche et puis ça s'arrête quand ça s'arrête. Mais pas là. Donc, il faut appuyer. En plus, c'est mal fait parce qu'ils ont mis les essuie-glaces ici, mais la molette pour gérer les essuie-glaces est ici. C'est pas top. Voilà, ça c'est un problème pour les essuie-glaces. Donc comme j'ai dit, point positif, il y a du mieux. Point négatif, il y a vraiment encore à améliorer quoi. Voilà, ça c'est un peu embêtant. J'ai pas eu de freinage fantôme du tout. Ça m'a étonné. Alors là, nickel. Habituellement, toujours un ou deux freinages fantômes sur 1000 km. Là, que dalle. Tout s'est bien passé. 1000 km, zéro frein fantôme. Ça c'est bien. Et heureusement, parce que franchement c'est dangereux ce truc-là. Donc, est-ce que c'est parce que c'est la nouvelle voiture, je sais pas quoi? J'espère. J'espère surtout que ce soit le logiciel qui soit amélioré. Si c'est le cas, c'est bien. Au moins, il n'y a plus de freinage fantôme. Et ça, c'est vrai, c'était un point qui était très dangereux malgré tout sur la conduite. Ça y est plus, tant mieux. Donc, ça, faut le dire aussi. Maintenant, si on vient sur la voiture en elle-même, cette version qui est plus récente, tout est doublé au niveau du vitrage. C'est un vitrage feuilleté, doublé, qui fait que c'est quand même vachement plus silencieux. Il faut aller au-delà de 110 km/h pour commencer à bien entendre le vent. Alors attention, quand je dis bien entendre le vent, c'est à mesure très modérée quand même. Je dis ça parce que entre ne rien entendre et entendre du vent, il y a quand même un gap et ça s'entend quand même. Donc franchement, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Ça s'est super bien passé. C'est très silencieux en général. Les suspensions améliorées, c'est vrai. C'est vraiment bien. Ça amortit vachement sur les ralentisseur, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. C'est vraiment très très feutré. Ça c'est bien. Les fauteuils sont un petit peu plus fermes, mais très confortables quand même. Enfin, pour mon point de vue, parce qu'il y en a d'autres qui diront que c'est toujours un peu trop ferme, je pense, et que c'est un peu trop typé course. Mais pour ma part, ça me suffit largement. Sur le côté des portes, vous avez un petit voyant rouge qui dit que voilà, il y a des voitures qui passent à droite ou à gauche, qu'il ne faut pas tourner, sinon on risque de percuter la voiture. Donc ça, c'est un truc qu'on n'avait pas et qui est surtout sur pas mal de voitures assez haut de gamme. C'est rajouté chez Tesla. Et en plus de ça, vous avez ici l'image du rétroviseur qui a un flux rouge ici pour montrer qu'il y a bien une voiture sur le côté qu'il ne faut surtout pas se détourner. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'autopilote, alors l'autopilote il fonctionne, bon, faut mettre deux coups de molette, de pression et ça démarre l'autopilote, donc ça, rien à dire, c'est toujours le même de toute façon, il faut toujours tourner le volant pour indiquer que vous êtes là. C'est toujours pas capacitif, ça c'est un petit peu problématique, alors que vous avez des voitures comme des Renault et tout qui l'ont basculé en capacitif. Si vous touchez le volant, juste toucher, il n'y a pas besoin de tourner le volant et c'est que vous êtes là et que vous êtes en train de tenir le volant. Pas Tesla et il faudrait peut-être l'améliorer ce truc là quand même un jour. Voilà. Donc à suivre de ce côté-là, si vraiment un jour ils essaieront à mettre du capacitif, mais ce serait plutôt pas mal. Maintenant pour la partie consommation-recharge. Alors il fait la recharge avec les bornes de ville à Paris Recharge, c'est vrai c'est beaucoup plus cher en général. Donc on est sur du 15 à 50 voire 60% plus cher suivant les bornes. Parce qu'évidemment c'est comme les pompes à essence, rien n'est au même tarif. Voilà. Alors, le mieux, ce serait qu'il lime vers le bas, mais c'est pas le cas. Donc, j'ai eu une bande qui était à 40 kWh, 40 centimes le kilowattheure sur l'autoroute. Bonne surprise d'ailleurs, j'ai trouvé ça pas trop cher. Et la plus chère, c'était Unity, 59 centimes le kilowattheure. Ça fait très mal, en plus, c'est pas la station qui a le mieux fonctionné pour moi, je trouve. C'est celle qui a le moins bien fonctionné, qui était le moins efficace pour recharger la voiture. C'est bizarre, mais c'était la plus chère et la plus nulle en fait. Voilà. Et celle qui était la plus étonnante en termes d'efficacité et de rapidité, c'était IE Charge. Alors
Vu le prix, c'est vrai que c'est difficile d'être objectif finalement, dans le sens où 30 centimes le kilowattheure, on accepte peut-être plus facilement d'attendre un quart d'heure pour charger un peu sa batterie, parce que 30 centimes de kilowattheure, et que peut-être que Unity, le peu de choses, peut-être que c'était normal, mais je trouvais que c'était lent pour le prix que ça devait donner. Donc voilà, c'est que Unity, j'ai mis autant d'argent, donc c'est-à-dire 20 euros la recharge, à faire une petite recharge de quelques kilowattheures, tandis que j'ai mis une autre qui était à 40 centimes le kilowattheure, j'ai fait beaucoup plus de recharge pour le même prix. Donc ouais, ça c'est un peu différent. Mais en général, voilà, on se retrouve entre voilà, c'est ça, 15% plus cher à 30% plus cher que Tesla en général. Sauf Charge évidemment, qui était en dessous du prix de Tesla, c'était le seul. Donc bravo Charge, des trucs qui payent pas de mine et qui fonctionnent du feu de Dieu, c'est vraiment génial. Par contre, ils les mettent dans je leur en veux pas, mais ils les mettent carrément dans les champs. Là, c'est un endroit, c'est un village qui voulait rien dire entre guillemets, hein. C'est pas pour dénigrer la campagne, pas du tout, et ses façons de parler, avec les champs, tout ça. Alors c'est bien, on voit les champs, il n'y a pas de problème. Et puis elle s'est posée là, et bah, au moins pour la campagne, c'est plutôt bien. Voilà. Donc ça tombait bien de chez mon cousin, c'était à 8 km de chez lui. J'arrive, je branche, je charge 15 minutes, j'ai récupéré cette batterie pour être tranquille pour le lendemain pour repartir à Paris. Donc c'était bien, et moi ça m'a suffi largement. La consommation, elle consomme que dalle cette voiture, franchement, même à 140, allez on va le dire 160, j'ai testé. 160 assez longtemps, j'étais resté à 16,5 au 100, 16 kWh au 100, 16,5 pardon. À 160, c'est juste impressionnant le peu de consommation qu'elle me fait. Voilà, évidemment à 130 c'est moins, hein, donc mais j'étais étonné, quoi. J'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. 16,5, 16,5. Et pourtant, je la poussais, ça voulait pas monter. J'ai dit, ben non, c'est bien ça. Je charge un petit coup, je repars bien à 160, 165, 16,5. J'ai dit, bon, bah là, c'est pas possible. C'est vraiment qu'elle consomme pas. Donc, c'est les données que j'ai vues sur l'ordinateur en temps réel, via l'odomètre qu'on peut trouver en bas à gauche à la place du centre multimédia. Et franchement, bah ça consomme pas, quoi. J'étais super impressionné de la capacité de la voiture à fendre l'air, en fait. Alors faut pas le faire à 160, hein, voilà. Mais vu que je l'ai fait pour tester vraiment la consommation, mais elle consomme pas du tout, voilà. Tandis que les autres voitures à 120, 130, elles sont déjà à 19, 20 kWh au 100, voire 25 certaines. La Renault Scénic, là, il y a eu un test fait par un temps pas très très bon. Ils sont arrivés à 23 kWh au 100, alors qu'elle est donnée pour être à peu près correcte comme voiture. Et puis voilà, quoi, ça consomme un peu. Et puis pour finir, quand j'étais du côté de Paris, j'étais toujours dans les 15, 8, 16 kWh au 100 avec un temps venteux, mais vraiment venteux, et puis une température de 18, 20 degrés, quoi. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais comme température, comme ça voilà, vous l'avez un peu. Mais j'étais étonné par la faiblesse de la consommation, et puis évidemment, chauffage ou clim allumé, quoi. Voilà, donc bon, bah ça consomme pas, tant mieux. Donc ça, c'est vraiment une des bonnes surprises. Donc pour conclure le grand bilan de tout ça, très bonne voiture, énorme point faible sur les clignotants, ça c'est très très nul. Je vais pas redire le mot vulgaire, mais c'est vraiment très nul de la part de Tesla d'avoir fait ça. Ou alors seulement le volant pourrait tourner et puis le reste central reste bien fixe, mais ce n'est pas le cas. Donc je n'ai pas trop compris, mais c'est comme ça. C'est à prendre en compte. Ça n'est pas gérable en France sur les ronds-points. Partout ailleurs, ça marche, mais pas sur les ronds-points. Leur façon d'avoir mis en place ce clignotant. Mais sinon, tout le reste de la voiture est super bien. Bonne sono, bonne insonorisation. Tout est amélioré. L'insonorisation, c'est top. Il y a des fenêtres qui sont meilleures. Enfin, tout est meilleur en général. Voilà. L'écran, bah, évidemment, était déjà de bonne qualité. Mais alors là, ça dépasse ce que je pouvais voir. Voilà. Bon, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine tout le monde. À bientôt.